Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon, le 5e salon régional des industries de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes réunis jusqu'à ce soir au parc des expositions de Dijon. Autour de 200 exposants et probablement 3000 visiteurs pour cette 5e très belle édition. Sur ce plateau télé, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenantes avec lesquelles nous allons échanger sur un des grands enjeux de l'industrie dans notre région, de l'industrie de manière générale d'ailleurs, enjeu environnemental, enjeu lié à la décarbonation, à la transition énergétique. Ça fait partie des sujets qu'on aborde ici au même titre que la robotique, l'innovation, l'intelligence artificielle ou encore l'emploi et la formation des collaborateurs. Le sujet, c'est donc la décarbonation de nos entreprises industrielles et en particulier la relation entre décarbonation et relations commerciales, la manière dont les donneurs d'ordre demandent à leurs fournisseurs de s'engager dans une démarche de décarbonation. Et on va l'illustrer avec un exemple très concret dans une entreprise, dans une PMI de la région. Bonjour Isabelle Thiebaud, vous êtes la directrice générale de Raoul Monod. On est dans une PME familiale qui est installée à Beaune, 85 collaborateurs. Vous avez fêté vos 90 ans, l'entreprise, en 2024. Et puis plusieurs activités que vous allez rapidement nous présenter, les activités de Monod autour de plusieurs pôles. Oui, alors la première activité que je vais vous présenter, c'est Monod LMT. Posez bien contre votre menton, voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc on soit des machines à destination de la tonnellerie du monde entier, parce qu'on est leader mondial sur ce secteur. La deuxième activité, Monoprod, où on fait de l'usinage de petites et moyennes séries à destination du transport, du ferroviaire, de la défense. Et puis troisième activité, Monoteam, où on fait de l'usinage de pièces unitaires et de la réparation. Et on a une petite dernière. Que vous avez lancée cette année. Qu'on a lancée cette année, Monotech, qui fait des projets robotiques automatiques. 4 activités correspondant à 4 filiales, ainsi est organisé le groupe Monod aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2022, Monod, la société Monod est devenue le groupe Monod. Chacune de ces activités a été filialisée. Isabelle Thiebaud, vous allez nous expliquer la manière dont le groupe donc s'est engagé dans une démarche de décarbonation. Comment l'histoire a-t-elle commencé? Par de la curiosité. Oui. Avec un de mes collègues, on a assisté à une présentation qui était faite par BPI et l'ADEME sur l'environnement. Voilà, c'était juste s'interroger. On est allé un peu en visiteur. Ouais, ça remonte à 2022, quelque chose comme ça. C'est début 2023. 2023, ouais, voilà. Début 2023. Ouais. Donc ça a été quoi, une prise de conscience, cette rencontre? On avait déjà une appétence. Et on était un peu novices, donc on est allé se renseigner un petit peu sur les dispositifs existants. Dans la foulée, mais vraiment dans la foulée, on a lancé avec BPI le DIAG. Le petit Ecoflux. nom, Ecoflux, d'accord. Ecoflux. Bon, un diagnostic. DIAG Ecoflux. Alors les flux, c'est la matière, donc les déchets, l'énergie, donc l'eau, électricité. Donc on a vu débarquer une équipe de jeunes qui nous ont fait un diagnostic extrêmement mesuré, pointu, avec des données et des recommandations. Alors on a suivi certaines, on a fait le relamping de l'ensemble du site. Donc remplacement par des LED. Remplacement par des LED. On a changé de compresseur. On a travaillé sur notre réseau d'air comprimé. On a mené une étude sur le photovoltaïque. Alors c'était un petit peu compliqué. Pour en mettre en toiture ou sur le. Oui, en toiture, c'était pas possible chez nous. On a fait des études. Bon, après, j'avoue que ça a un coût. Oui. Voilà, donc on n'est pas allé au bout de ce projet pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Le truc, c'est que quand on précise quand même que vous n'avez pas traîné, parce que là, on parle de 2023. Entre 2023 et cette année, vous avez Alors, effectué le diagnostic et déclenché ces actions. C'était en janvier qu'on a assisté à la présentation, et en février, on s'est engagé sur le DIAG Ecoflux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé aussi vite? Vous vous êtes dit, on a vraiment un rôle à jouer, on a nécessité à se lancer et à s'engager maintenant et rapidement. On avait envie. Ouais.
C'était une envie et c'était aussi une opportunité que nous offrait BPI. On va pas se mentir. Hein. Quand on fait ce genre de diagnostic, on se rend compte souvent qu'on a déjà fait des choses. On n'en avait pas forcément conscience, on l'avait pas forcément formalisé ou écrit comme ça. Ça a été le cas pour vous aussi, finalement. Il y a eu aussi des bonnes surprises dans ces diagnostics. Sur cette première partie, oui. Par exemple, sur les flux, sur le traitement des déchets, on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose à améliorer. Ouais. Vraiment. Peut-être plus encore sur la suite, parce qu'on peut parler de la suite. Bien sûr, on va en parler. Donc 2023, donc on fait l'écoflux, on mène quelques actions. Ouais. Et 2024, on continue. Et là, toujours avec BPI, on mène le DIAG RSE. Donc vous élargissez le spectre. Hein. Quand on parle de RSE, on parle d'environnemental et de sociétal aussi. Exactement. Exactement. Donc on se lance sur la RSE, DIAG RSE. J'ai envie de dire, on n'a pas réinventé les choses. Mais on a structuré les choses. Et pour approfondir ce DIAG RSE, encore avec BPI, on était encore plus loin avec un DIAG décarbonation. Toujours avec l'équipe, toujours avec la même équipe, jeune équipe, qui a mesuré beaucoup de choses, nos consommations, enfin qui a mené un travail très très approfondi et très très concret. Voilà, parce que la crainte dans tout ça, c'est d'arriver à des choses assez théoriques et pas du tout adaptées. Et là, franchement, c'est pas le cas. Donc, on a fait un audit carbone pour compléter le DIAG RSE. Avec ces éléments-là, vous avez matière à dégager de nouvelles pistes d'action. Bien sûr. Ouais. Qui peut-être sont déjà engagées ou en cours ou en réflexion. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette stratégie? Alors, on en est à la concrétisation du plan d'action, à la formalisation de tout ça. Ouais. On ne fait pas ça pour avoir un diplôme. Quand on s'engage dans une action comme ça, il faut la faire durer. Et en fait, on va toujours un peu plus loin. Encore une question, Isabelle Thiebaud. Vous avez structuré en interne dans l'entreprise une équipe, ou identifié en tout cas des intervenants sur ces sujets-là. C'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est porté par la direction du groupe, par la direction de l'entreprise, et ensuite c'est partagé. Comment ça vit? Au tout départ, on était deux à se rendre à cette réunion BPI, deux directeurs généraux. On ne fait pas forcément l'unanimité sur des sujets parce qu'on est quand même dans une entreprise extrêmement opérationnelle. Même si tout le monde a une appétence, a envie, c'est quand même un investissement personnel de s'engager sur cette voie. Petit à petit, on voit que l'intérêt se partage et on a monté une commission RSE, donc qui traite tous les sujets RSE environnemental. Voilà, avec chacune de nos sociétés, et on se réunit tous les mois. Merci Isabelle pour cette première partie de témoignage très concret sur ce que vous avez fait chez Mono à Beaune. Fanny Lhuillier, vous êtes responsable climat et biodiversité chez BPI France en Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est intéressant dans l'exemple qu'on vient de découvrir, c'est le rôle moteur que vous avez joué et dans le déclenchement de cette démarche. Ça fait partie, alors BPI France, on vous connaît comme une banque avec un rôle financier, mais ça fait partie aussi de vos missions que de sensibiliser, d'inciter et puis d'accompagner ensuite. Oui, bonjour, tout à fait. La mission du plan climat, en fait, on la porte depuis l'année 2019 et notre rôle se situe à plusieurs niveaux. La sensibilisation, l'objectif, c'est de partager les enjeux autour de la transition écologique, qui sont des enjeux beaucoup plus vastes que l'impact de l'entreprise sur l'environnement, hein, puisqu'il y a aussi des sujets autour de l'approvisionnement matière, notamment autour des équilibres géopolitiques. On est sur un sujet qui est assez complexe, et notre rôle, c'est de pouvoir donner des clés de compréhension aux entreprises, et surtout des outils très opérationnels pour qu'elles puissent aborder le sujet de façon individuelle chez elles. L'équipe d'Isabelle est venue à votre première rencontre avec simplement de la curiosité, l'envie d'en savoir un petit peu plus, et puis pourquoi pas plus si affinité. C'est le cas des entreprises que vous rencontrez, c'est-à-dire qu'elles sont potentiellement intéressées mais ne se sont pas encore penchées sur le sujet.
Alors, on a des entreprises de tout profil, des entreprises qui ont déjà beaucoup avancé, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'entreprise Raoul Monod, et puis des entreprises qui sont au démarrage et qui ont par contre des demandes qui peuvent être parfois assez pressantes de la part de leur grand donneur d'ordre pour justement entamer cette mise en transition. Et donc, du coup, nous, notre objectif, c'est toujours de comprendre quel est le moteur dans l'entreprise. Est-ce que c'est la réponse aux attentes clients? Est-ce que c'est une conviction de la part des dirigeants? Et surtout, quels sont aussi les enjeux par rapport au métier? Et notre objectif, c'est d'engager la démarche. Et une fois qu'elle est engagée, eh bien, c'est de continuer l'entreprise, à accompagner l'entreprise pour qu'elle continue à avancer selon ses problématiques. Alors l'accompagnement, donc on l'a bien compris, c'est un accompagnement en termes de conseils, d'ingénierie, d'accompagnement des équipes. Ça peut être aussi, et je pense, un accompagnement financier. Il y a aujourd'hui des dispositifs financiers, des dispositifs d'aide, de soutien financier aux entreprises qui s'engagent. Tout à fait. Nos outils sont en fait des diagnostics qui sont réalisés par des experts externes à BPI France. Et ces diagnostics sont systématiquement subventionnés. On est généralement autour de 50% de subventions. Et donc, du coup, l'entreprise a un reste à charge qui correspond à 50% du coût réel de la prestation de l'expert. Donc ça, c'est un beau coup de pouce pour pouvoir effectivement se lancer. Et je dirais, derrière... Aujourd'hui, on le sait avec les études d'impact sur ces diagnostics, on sait aussi que, par exemple, sur un diag écoflux, les économies qui sont générées quand on fait de la sobriété au niveau de la matière ou de la sobriété hydrique, eh bien, elles sont aussi financières. Voilà. Et finalement, ces diagnostics peuvent aussi, pour certains, se rentabiliser au niveau des plans d'action mis en place. Isabelle Thiebaud, l'appui financier de BPI France sur les diagnostics et puis éventuellement ensuite sur les actions menées, ça a été un élément important pour vous, ça pèse dans la balance effectivement au moment de prendre des décisions, de faire des arbitrages? Forcément, quand même un peu. Ouais. On a enclenché. C'est pas démarrer, c'est enclencher. On a mis le pied dans l'engrenage. Parce qu'il y avait une aide. Et on peut préciser qu'à l'issue du diag écoflux, il y avait une autre mesure qui était un accompagnement financier. Alors, je ne me rappelle plus à quelle hauteur, mais sur les actions qu'on menait, sur les investissements qu'on menait à l'issue du diag écoflux, on avait... une subvention France Nation Verte. Exactement. Voilà, merci. France Nation Verte. Oui. Alors, il faut préciser aussi que des aides, alors il y a celle de BPI France, Fanny Lhuillier, vous représentez cette organisation, donc effectivement il faut le mettre à l'accent, mais après il y a un écosystème, avec notamment les aides de l'ADEME, etc. Vous êtes aussi en capacité de flécher les entreprises vers les différents dispositifs qui existent. Oui, la force dans notre région, c'est, on va dire, l'interconnaissance des acteurs. L'interconnaissance, alors au niveau des personnes, je dirais c'est toujours le point de départ, bien sûr, mais aussi des dispositifs. Et du coup, eh bien effectivement, quand je suis en lien avec une entreprise, mon objectif c'est avant tout de trouver des pistes d'action et des outils adaptés. Et du coup, si un outil adapté existe à l'ADEME, un dispositif de financement par exemple, eh bien je peux en faire part à l'entreprise. Et ce fonctionnement-là est le même pour tous les acteurs qui participent au réseau RT2E, donc les CCI, l'ADEME, le CETIM et d'autres acteurs encore. Sont effectivement les acteurs et financeurs possibles d'un certain nombre d'actions. Tout dépend de l'action qui est choisie, qui est retenue. Fanny Lhuillier évoquait tout à l'heure la dimension donneur d'ordre, le poids que certains donneurs d'ordre exercent sur leurs fournisseurs sur ce sujet de la décarbonation. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Est-ce que c'est le cas chez vous aujourd'hui, Isabelle Thiebaud? Ça ne l'était pas au début de la démarche. Ouais. Ça le devient. Ça le devient aujourd'hui. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ouais. Et c'est pas forcément une question de taille. Alors nous, on a plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, sur la RSE, ça a commencé avec des tonneliers qui ne sont pas des grands donneurs d'ordre, mais qui nous interrogeaient sur qu'est-ce que vous faites pour la RSE. À côté de ça, on a des grands donneurs d'ordre qui exigent maintenant qu'on soit EcoVadis. Au début de la démarche, c'était
pas forcément quelque chose c'est quelque chose qui pouvait être différenciant, mais pas obligatoire. Demain, ça l'est. Ça devient une obligation. Ça sera un gros inconvénient pour avoir accès à certains marchés. La relation finalement entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs et leurs clients, elle est aujourd'hui complètement impactée par ces problématiques de décarbonation et d'impact environnemental de l'activité. C'est ce que vous constatez, Fanny Lhuillier, de façon générale? Alors oui, ça dépend des secteurs, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les grands donneurs d'ordre ont aujourd'hui l'obligation de faire leur bilan carbone. Et en fait, quand ils font cet exercice, ils se rendent compte que le poids de leurs achats est très important dans leur bilan carbone. Et du coup, les achats, c'est leurs fournisseurs. C'est le fameux scope 3 voilà, des bilans carbone. Ça. Et du coup, comme les achats, c'est leurs fournisseurs, ils se rapprochent de leurs fournisseurs pour déjà obtenir leur poids carbone via l'établissement d'un bilan carbone, mais aussi parfois, et de plus en plus, de façon plus fine, en demandant le poids carbone des produits qui sont achetés. Quelles sont quelles sont les actions les plus couramment menées, les grandes tendances que vous observez chez les entreprises que vous accompagnez quand elles s'engagent dans des démarches de décarbonation? Alors, la tendance actuellement, c'est ce que décrivait Isabelle Thiebaud, c'est la réponse aux demandes des grands donneurs d'ordre. Oui. Et ces demandes, elles sont plus ou moins précises. Les grands donneurs d'ordre sont très friands, effectivement, du label EcoVadis. Et donc, du coup, dans cette démarche EcoVadis, il faut pouvoir prouver la mise en place d'actions concrètes et pouvoir les justifier. Et du coup, typiquement, la réalisation d'un bilan carbone, la mise en place d'une charte achat RSE, c'est valorisable dans le cadre d'EcoVadis. Voilà. Donc en fait, à retenir, pour nous, c'est de décrypter quelles sont les attentes des acheteurs et comment aider les entreprises à correspondre aux attentes de leurs acheteurs principaux. Votre objectif premier, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'était pas d'obtenir un diplôme, d'obtenir une certification ou une labellisation. Vous allez donc y passer maintenant. EcoVadis, vous l'avez en l'occurrence, ou vous êtes en train. Vous êtes EcoVadis, et puis d'autres labellisations qui s'annoncent ou qui sont peut-être demandées par les donneurs d'ordre aujourd'hui? Qui ne sont pas demandées aujourd'hui par les donneurs d'ordre, mais on va aller vers l'ISO 14001. Donc ça, c'est un projet, en tout cas. C'est un projet pour 2026. Ouais. Pour 2020, donc c'est pour demain, donc c'est en cours. C'est pour demain. Vous avez mobilisé, alors par-delà la commission RSE, vous avez mobilisé les équipes, les collaborateurs aujourd'hui. Comment l'entreprise s'est imprégnée de cette culture de la décarbonation, cette culture de la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise? Alors, dans le cadre de l'accompagnement, le cabinet qui intervenait, c'est pas un one-to-one. C'est-à-dire, quand il venait, il demandait à impliquer un grand nombre de personnes dans l'entreprise. Donc, ce qui peut être une contrainte au début, l'est beaucoup moins à la fin. Voilà, parce qu'ils ont cette intelligence d'embarquer. C'est important d'embarquer vite les équipes sur un projet qui, généralement, je pense, est porté au départ par la direction de l'entreprise. Alors, dans les échanges que j'ai avec les dirigeants d'entreprise, c'est essentiel. J'ai en tête un retour d'expérience que m'a fait le dirigeant d'une entreprise de la région qui me disait « Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont moteurs pour trouver des solutions. Qui nous font grandir dans le cadre de la décarbonation. Et c'est des solutions, quand elles viennent des collaborateurs, qui sont forcément très opérationnelles, pertinentes. Et du coup, pour lui, c'est un grand soulagement de voir que tout ne repose pas sur les épaules de quelques personnes au COMEX, mais de savoir qu'en fait, il a des relais bien au-delà pour pouvoir continuer à avancer. Parce que l'enjeu, alors que ce soit à travers EcoVadis, mais vous le dites très bien, ça peut être aussi en dehors de ce label, c'est qu'en fait, il faut toujours avancer pour pouvoir être au mieux des standards. Voilà. Tout le monde avance, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, ça met aussi une certaine pression pour pouvoir continuer à se distinguer sur le sujet. Pour une entreprise, une PMI en particulier, c'est pas forcément des investissements extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on peut commencer par des actions qui ne coûtent pas très cher
et qui ont un impact immédiat à la fois sur la facture et sur l'impact environnemental de l'entreprise. Oui, tout simplement changer certains comportements. Oui. Il y a cette dimension-là de changement comportemental, c'est-à-dire comment on utilise différemment les machines, par exemple, dans un process de production. Par exemple. Comment on ne laisse pas allumer des choses inutiles, on ne laisse pas tourner des choses inutilement. On ne laisse pas tourner les choses de manière inutile, on pense à éteindre les lumières, c'est du bon sens en fait. Concrètement, vous l'avez mesuré dans les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Il y a un impact sur la diminution des factures, par exemple, d'énergie? Pas encore. Pas encore. On ne l'a pas encore fait. Vous ne l'avez pas encore évalué, en tout cas. On ne l'a pas encore mesuré. Vous ne l'avez pas encore évalué. Ça, c'est un élément aussi important. Il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs impacts d'une stratégie de décarbonation, dont celle de la facturation qu'on peut évaluer assez vite. Bien sûr. Après, les coûts ont aussi énormément augmenté ces dernières années. C'est-à-dire que les efforts ont permis peut-être juste d'équilibrer les choses. De l'énergie, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'entreprises ont conservé les bonnes pratiques qu'elles ont mis en place lors de la crise énergétique, tout simplement. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que la décarbonation, ça peut être aussi des choix sur les matières premières utilisées, sur les prospects qu'on va aller voir, qui vont peut-être être dans d'autres secteurs que ceux dans lesquels on était jusqu'à présent. Donc, c'est aussi très stimulant pour les équipes une fois qu'elles ont compris que le souhait de la direction c'était de décarboner. Derrière, il y a plein de challenges qui sont assez enthousiasmants. En tout cas, moi, c'est aussi les retours que j'ai. Oui. C'est que une fois qu'on a démarré et qu'on sait qu'on a des atouts par rapport à la décarbonation, finalement, aller les présenter à de nouveaux clients, à des prospects, c'est aussi valorisant pour les équipes. C'est une opportunité aussi pour l'entreprise et son développement. C'est important de le dire comme ça. Oui, mais par contre, il faut avoir fait des choses sur le sujet, bien sûr. Voilà. Alors, on ne communique pas pour rien, effectivement, on ne communique pas quand on n'a pas fait. Vous étiez assez discrète sur le sujet chez Mono. Aujourd'hui, vous allez communiquer plus fortement, plus nettement sur votre engagement environnemental. Oui, alors ça, c'est l'étape qui est en cours. Oui. Parce qu'on a terminé le diag au mois de septembre. L'idée, c'est pas de communiquer pour communiquer, c'est de communiquer un engagement. Donc, ça prend beaucoup plus de temps que de faire un PowerPoint ou une petite charte qu'on met sur son site internet. Bien sûr. Et donc là, pour l'instant, vous n'avez pas encore vos éléments de communication, vous n'avez pas encore construit cette communication-là, mais elle vous paraît d'ores et déjà importante aujourd'hui vis-à-vis de vos clients en particulier. Bien sûr, mais elle est en cours de construction et la commission RSE travaille dessus. Les entreprises communiquent aujourd'hui, en font un atout, alors c'est un atout, vous l'avez dit, elles en font un argument de vente construit comme un outil de communication. Oui, effectivement. Par contre, nous, le point de vigilance qu'on a, c'est toujours de dire, quand vous communiquez, il faut qu'il y ait un travail technique précis qui soit fait au préalable. Parce qu'en fait, ce que vos clients attendent, c'est aussi ils risquent de vous challenger. Alors peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr que ça va arriver. Vous poser des questions par rapport aux informations que vous leur donnez, et du coup, pour vraiment faire un travail sérieux et pas être pris en défaut. Il faut s'appuyer sur des choses très tangibles. Et c'est pour ça qu'on insiste sur les démarches structurées comme les diagnostics ou les normes ISO, c'est que c'est structuré. Je préciserai, on parle de client, mais aussi en interne. Il faut que ce soit incarné dans l'entreprise. Oui. Et ça passe par quoi ou par quelle méthode? C'est de la communication interne. La communication interne, pour le coup, il y a dans les points que vous faites avec vos collaborateurs systématiquement ce point sur l'aspect environnemental des choses. Tous les cas, c'est là où on va. Ouais. Être capable de justifier les allégations qu'on avance, en tout cas, c'est voilà. Encore une question, Fanny, puisque vous êtes dans un organisme qui apporte des fonds et des aides et du soutien. On peut rassurer les entreprises aujourd'hui sur le fait que les aides, elles existent et elles continueront d'exister encore pendant quelques temps en dépit des tensions sur les finances publiques. Oui, alors on a des bonnes nouvelles sur le sujet, c'est qu'en fait nos diagnostics justement sont passés par des tests d'évaluation sur l'impact. Et en fait, suite à cela, il a été possible de les faire financer
non pas par des acteurs publics, mais aussi par des acteurs privés. Et aujourd'hui, on a un dispositif C2E qui est fléché, certificat d'économie d'énergie, qui est fléché pour financer cette partie subvention de nos diagnostics. Et ça, c'est un grand soulagement parce qu'on sait que les ressources publiques sont en baisse. Et du coup, on sait qu'aujourd'hui, on a des outils qui pourront être mobilisés dans le temps. Merci beaucoup Isabelle Thiebaud. On vous souhaite bonne continuation dans votre démarche de décarbonation et bonne route vers la certification ISO 14001. Merci. Voilà, c'est pour l'an prochain. Fanny Lhuillier, merci d'être venue nous expliquer la manière dont BPI France est l'un des acteurs d'un réseau dynamique en Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne très concrètement les entreprises industrielles dans leur démarche stratégique de décarbonation. Porté juste par l'ADEME et la région que je n'ai pas cité tout à l'heure. Voilà, ADEME Région qui sont effectivement des financeurs majeurs de ces dispositifs. Merci de nous avoir suivis. Bon salon et bonne journée. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.